Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Culture Soccer. Je suis aujourd'hui avec Adi Raphaël comme d'habitude. Bonjour Adi, comment ça va ? Ça va très bien Antoine, très excité de faire ce podcast aujourd'hui. Bah oui, moi aussi, puisqu'on n'est pas tout seul, nous sommes accompagnés par une troisième personne pendant ce podcast. Nous sommes avec Patrice Bernier. Bonjour Patrice, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien dans le confinement, mais on se débrouille, le soleil est sorti, donc ça remet la bonne humeur. C'est vrai, vous êtes au Québec, toi et Adi, je suis moi-même à Paris, on est le 4 avril, comme ça les gens pourront peut-être dater cette interview, donc en plein confinement en effet, et nous sommes contents de t'avoir. Pour ceux, je pense que la plupart de nos auditeurs te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, qui sont européens, rapidement tu as été un grand joueur de l'Impact de Montréal et de la sélection canadienne, et on va passer avec toi cette heure pour retranscrire un peu toute ta carrière avec toi-même et Adi. Et on va commencer tout de suite avec ta carrière, surtout de ta jeunesse. Comme on l'a vu, il y a peu de monde qui le savent, mais en fait, tu as dû faire un choix assez difficile quand tu étais jeune, puisque tu avais déjà une carrière au hockey, avec la LHJMQ, donc qui est la Ligue de jeunesse de Québec, avec Val-d'Or et Sherbrooke. Avant de prendre la décision de se concentrer sur le soccer, est-ce que c'était un choix difficile de choisir le soccer plutôt que le hockey ? Difficile ? Non. Parce que j'ai toujours été passionné par le soccer bien avant tout. J'ai commencé au soccer, plus ils me connaissent moins bien. Mon père, pour moi, c'était comme une encyclopédie du soccer, donc j'ai grandi avec les histoires du temps que lui, il a suivi le soccer, donc ça veut dire les années Pelé. Ceux qui ne connaissent pas très bien les Haïtiens d'origine, le Brésil a une place omniprésente dans le cœur des Haïtiens. Donc j'ai grandi sur les histoires du Brésil. Donc, le soccer a toujours été le sport numéro 1. C'est dans lequel on m'a mis quand j'avais 4-5 ans. Et ensuite, pour couvrir la phase hivernale, parce que mon père est venu immigrer au Québec, ben, il m'a mis dans le hockey et puis il est devenu un grand fan du Canadien de Montréal ici. Puis j'ai fait mon cheminement. Et avant d'arriver à la Ligue junior majeure du Québec, qui est la porte d'entrée à la Ligue nationale de hockey, moi, déjà, j'avais fait mon choix pour le soccer, mais on était grandissant dans la culture québécoise, on était au Québec, le hockey étant le sport roi numéro 1. Je devais continuer la route pour voir jusqu'à où qu'elle mène, parce que, comme je l'ai dit, j'étais à la porte de la Ligue nationale, donc je ne vais pas le cacher, le Canadien Montréal a une place dans le cœur des Québécois et des Montréalais. Et j'ai grandi à adorer le Canadien, mais j'ai toujours eu le penchant pour le soccer. Quand j'avais 15 ans, j'ai su plus tard que mon père m'avait plus ou moins refusé que j'ai un essai à Cannes, au centre de formation de Cannes. Ça veut dire dans les années 90, début 90. Puis Cannes, je crois qu'à ce moment-là, c'était un des meilleurs centres de formation en France. Mais j'ai toujours ce penchant pour le soccer. Et dès que j'ai vu que je ne pouvais plus vraiment, ou mes chances d'aller en Ligue nationale allaient prendre plus de temps, que je n'allais pas aller à accès direct d'être repêché d'où ce que j'étais au niveau que j'étais, j'ai finalement, après ma deuxième saison, j'ai tout simplement dit que je mettais le hockey de côté pour me concentrer à 100% au soccer, au football. Et j'avais déjà eu une bourse d'études à l'Université de Syracuse américaine pour le soccer. Donc, je me suis lancé à 18 ans à 100 000 à l'heure dans le soccer. Puis, quand même, je me compte chanceux, privilégié parce que j'ai été capable de devenir professionnel et d'avoir une carrière assez longue quand même. D'accord. Et juste pour préciser, avant de donner la parole à Adi, c'est quand on parle de Ligue de hockey, c'est vraiment 96, 97, 98, donc c'est une époque où le soccer est beaucoup moins implanté en Amérique du Nord. Excuse-moi Adi, je te rends la parole. Non, mais c'est correct, tu as bien fait de préciser ça, c'est effectivement, déjà au Québec, le soccer est quand même bien mieux qu'à certaines périodes, sauf que c'est sûr, il n'est pas au niveau
au niveau qu'il est maintenant, bien évidemment, point de vue l'intérêt du monde envers le sport. Patrice, comme beaucoup de joueurs à l'époque, tu as commencé ta carrière en college soccer, tu as parlé un peu de Syracuse. Pourquoi cette université et pas une autre? Est-ce que tu as eu d'autres opportunités autre part, que ce soit au Canada par exemple, ou est-ce que c'est une université que tu as choisie toi-même, ou est-ce que c'était le meilleur des deux mondes? Tu peux juste nous expliquer ce choix? Oui, ben, au fait, dans les rangs U18 que j'étais arrivé, mais je jouais catégorie surclassée. Moi, je suis allé avec mon équipe du FC Select Rive-Sud sur la rive de Montréal, le sud de Montréal. On est allé à un tournoi à Massapequa, en New York. Et après le tournoi, moi, la NCAA ou la NCAA, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est le côté collégial américain et tout. Et j'ai toujours connu ça comme le basket et le football américain. Mais recevoir une bourse d'études, je ne connaissais pas vraiment ça pour le foot à ce niveau-là. Et c'est après le tournoi, j'avais 16 ans à ce moment-là, l'entraîneur du moment de l'université va voir mon entraîneur. On me dit que quelqu'un aimerait ça me parler. J'ai une coup de conversation et ça donne que l'entraîneur me dit qu'il est intéressé à mon profil. Et tranquillement, on avance avec le temps il parle avec mes parents. Mais entre-temps, mes parents ils lui font comprendre que je suis au hockey et que je gravis les échelons et que j'arrive aux portes de ceux qui peuvent se faire sélectionner pour la Ligue nationale. Donc, fort probablement, Patrice et moi-même, je risque de continuer dans cette lignée-là. Donc, la bourse, elle est bien, mais il va falloir attendre, voir comment ça se déroule du côté du hockey. Donc, la bourse m'est arrivée de même. Au niveau canadien, non, parce que j'étais même sorti du secondaire quand j'ai eu ma bourse d'études ou l'offre pour la bourse d'études. Et je n'avais pas encore intégré le cégep, qui est arrivé en arrivant à la Ligue junior majeure du Québec. Et voilà, c'est un entraîneur qui m'a pisté. L'ironie du sort, c'est que j'ai un cousin de famille qui a joué avec l'entraîneur. J'ai appris ça par le moment que j'ai été sélectionné, que mon père m'a appris que mon cousin avait été à cette même école-là, puis en parlant avec l'entraîneur, il m'a dit qu'il avait joué avec mon cousin, et donc le monde est petit. Je me retrouvais à l'université qu'un de mes cousins plus vieux avait été et qu'il avait joué avec l'entraîneur du moment. Et voilà, mais on l'avait mis, disons, sur glace parce que j'arrivais à la Ligue junior du Québec et, comme tu vous l'avez dit, au soccer, aspirer à avoir une carrière professionnelle, l'impact était ici, mais c'était plus vu comme semi-professionnel. La MLS, je crois, qui était dans ses premiers pas. Donc, vraiment, devenir joueur de soccer professionnel, c'était une pensée lointaine. Même si moi, je le voulais, c'était une pensée lointaine dans la sphère qui est le monde du soccer québécois et le Québec tout court et le Canada. Et donc, on a mis sur glace la bourse d'études. J'ai fait 2 ans avec junior majeur du Québec. Et entre-temps, j'ai été dans les équipes nationales du Canada. Et oui, j'ai eu une autre bourse à l'Université du Maryland. Mais j'avais déjà donné mon accord à l'Université de Syracuse qui m'empêchait d'aller à une autre école où je devais passer une année d'éligibilité pour pouvoir aller à une autre école. Et comme je fais, quand j'ai fait mon choix d'arrêter le hockey, j'ai tout simplement... on avait gardé contact avec l'entraîneur de Syracuse et je lui ai dit je suis prêt à arriver. Et après une sélection avec l'équipe nationale moins de 20 ans, je suis allé directement à l'université. Puis j'ai fait en 1998, je m'appelle. Et j'ai fait à partir de ce moment-là, je suis allé à l'université de Syracuse. Donc j'ai passé une année et demie scolaire. Et quand tu es à Syracuse, est-ce que tu penses y aller vraiment juste pour les études ou tu as quand même cette opportunité et tu penses que c'est réaliste de faire du soccer professionnellement plus tard dans ta vie? À ce moment-là, je suis très clair avec l'entraîneur. Je ne me vois pas rester les 4 ans de bourse d'études qui sont offertes. Parce que là, quand je fais mon choix pour le foot, c'est que dans ma tête, je veux devenir. Et à ce moment-là, je suis dans les catégories de jeunes de l'équipe nationale. Et j'ai quand même aussi croisé
l'entraîneur d'équipe A, on m'avait dit que j'étais prometteur, mais qu'il fallait que je sois dans un environnement professionnel, qu'il fallait aussi que je m'entraîne à l'année longue, parce que comprenez que quand on parle de moi, je joue au soccer ou au hockey, et dans la réalité des années 90, quand je joue au hockey l'hiver, si je joue au hockey, je joue au soccer peut-être 1 ou 2 fois par semaine, les fins de semaine. Et l'été, quand je joue au soccer, mais je joue plus par saison. Je ne joue pas sur une année complète, sur 10 mois, pour vraiment voir sa progression, son développement. Et donc, l'entraîneur de l'équipe senior m'avait suggéré, conseillé, même dit que dans mon développement, ma croissance, si je ne jouais pas dans une structure professionnelle, que j'allais régresser. Et donc, en allant à Syracuse, ça me permettait d'être dans une structure où je peux me concentrer au soccer tout le temps, mais ce n'était pas une structure qui me permettait de jouer au soccer régulièrement sur 10 mois. Parce que le calendrier, le championnat collégial se fait de août à, si tu vas jusqu'à la finale, qui est en décembre. Mais après ça, en janvier, février, tu es à l'arrêt, tu reprends un peu l'entraînement en avril, et en mai, l'école finit, puis tu retournes à la maison, puis tu retrouves ton club de soccer de ta ville ou de ta région. Donc, j'avais déjà, en arrivant à Syracuse, je comprenais que là, je me concentrais au soccer 100%, mais que quelque part, c'était juste une passerelle. Il fallait que je me mette dans une structure professionnelle et dans le but, la concurrence, la compétition, et dans mon développement, de m'entraîner tous les jours pour voir est-ce que je peux continuer à progresser pour être meilleur que ce que, à ce moment-là, ben oui, je suis au Québec, tu es toujours très bon dans ton royaume, dans ton confort à toi, mais tu dois te mesurer à d'autres pour vraiment voir si tu es capable de te ressortir. Et avant ça, je fais une courte parenthèse, c'est que j'avais été à la Coupe du Monde moins 17 ans, oui, en Équateur, en 1995, et je m'étais frotté contre le Brésil, l'Allemagne et l'Oman. Et c'est là que j'ai quand même vu qu'à mon âge, OK, la différence entre moi et eux, c'était qu'eux autres, dans leur pays, les autres, ils s'entraînent strictement au football toute l'année. Moi, j'accroche mes souliers pour aller mettre des patins de hockey pendant l'année. Donc, j'ai réalisé que quelque part, moi, je n'étais pas à 100% concentré dans le soccer. Donc, peut-être que ma progression se ferait mieux, serait meilleure si je m'entraînais tous les jours au soccer. Et donc, à partir de 18 ans, quand je suis arrivé à Syracuse, j'ai eu la bourse d'études, mais j'étais très clair à dire que je ne m'attendais pas à rester là les 4 ans. Et comme de fait, un an et demi plus tard, je suis obligé de sortir de l'école à cause de la sélection U21 pour les préparations pour les Jeux olympiques de 2000 à Sydney. Et ensuite, après ces qualifications-là, j'ai fait le choix de devenir joueur de soccer professionnel et de commencer à l'Impact de Montréal. Parfait. Mais on parle un peu de Syracuse. Une dernière question par rapport à cette université-là. Est-ce que, Patrice, tu gardes un œil sur le programme universitaire de Syracuse en date d'aujourd'hui, ou tu t'es un peu déconnecté? Parce que si on regarde la draft 2020, il y a 2 joueurs qui ont été sélectionnés, mais surtout, on a Ryan Raposo qui a été sélectionné par les Whitecaps de Vancouver et qui a tapé dans l'œil de notre expert ici à Culture Soccer, de College Soccer, Florian Moget, qui suit le collège soccer de très, très, très près. Donc, il nous parle de Ryan Raposo comme étant un excellent espoir. Est-ce que tu as une opinion sur lui? Je vais vous dire que dès que je suis parti, j'ai déconnecté complètement. Complètement, OK. Mais depuis que je suis revenu à l'Impact, surtout quand je suis devenu entraîneur à l'Académie, là, j'ai repris contact avec les gens de Syracuse parce qu'on avait un certain rôle aussi de suivre les talents NCAA, parce certains de nos jeunes, ceux qui n'ont pas le potentiel à devenir professionnels, cherchent une autre porte d'ouverture pour continuer leur parcours. Et en même temps, l'école elle-même avait changé d'entraîneur qui avait pris contact avec moi. Donc, j'avais, les dernières années, les derniers choix, j'étais très au courant de qui étaient les plus hauts potentiels à Syracuse. Donc, je sais que Miles Robinson, qui est à Atlanta, était très bien parlé d'eux. On m'en avait parlé un peu, mais nous, c'était trop tard parce qu'il a été repêché très haut. L'année passée, il y a un défenseur, j'ai oublié son nom, il joue maintenant à Orlando City. On m'avait conseillé qu'il n'allait peut-être pas être dans le top 10, mais que c'était quelqu'un qui a un très fort potentiel de défenseur. Et Raposo, on m'en avait parlé, juste son nom. Je n'ai pas suivi, on m'avait juste parlé de lui, mais on m'avait dit que lui, ça c'est il y a 1 an,
qu'il ne rentrerait pas dans le draft, dans le repêchage, mais peut-être pour l'année d'après. Il y avait même un Français, je crois, qui s'appelle Delorme, qui était là, qu'on m'avait mentionné, mais vu que c'était un étranger aussi, c'était un peu compliqué. Ouais, avec les places Rapoto, je ne le internationales. connais pas pour te dire. Là, cette année, depuis que je suis rentré dans les mondes professionnels, j'ai un peu déconnecté du côté collégial. Je reste toujours en contact avec les gens de Syracuse. Je leur parle quand j'ai une idée. Comme il y a le joueur Tejan Buchanan qui est à New England. Ouais. Lui, on m'en avait parlé grandement, que c'était un très bon joueur, qui allait fort probablement sauter l'école, quitter l'école rapidement pour rentrer dans les rangs professionnels. Et que tout le monde me parlait de lui, que s'il restait dans les rangs collégiaux, que l'année d'après, il aurait été fort probablement le numéro 1 choix au repêchage, ou du moins le profil numéro 1 selon les experts du soccer collégial. Donc, je garde un certain contact. J'ai des amis aussi qui sont coachs, des anciens collègues, coéquipiers qui sont coachs dans les écoles américaines. Donc, j'ai toujours un pied un peu contact avec eux autres. Fait que si j'ai une question à demander sur un joueur, je sais qui m'a adressé dans ce qui m'a adressé, puis on me donne quand même leur juste est-ce qu'on pense vraiment qu'ils ont le potentiel à être professionnels ou est-ce que ce sont des très bons talents collégiaux, mais pas nécessairement prêts à faire le grand saut, ou du moins rapidement chez les professionnels. En parlant de draft, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as fini ta carrière un petit peu à une époque où la MLS était déjà là, et tu es allé directement en A-League, qui est un peu l'ancêtre de la USL avec l'Impact. Mais est-ce qu'il y a eu des contacts pour entrer à la draft ou pas du tout, parce qu'il n'y avait pas encore de franchise canadienne? Non, parce que la draft, je ne vais pas le cacher. Moi, j'avais quitté l'école, donc c'était pas comme maintenant. Maintenant, on a un peu un a priori sur ce talent-là est bon, on a des échos que il y a des agents maintenant de plus en plus. Fait qu'il y a un contact qui se fait pour savoir, OK, les écoles, les équipes sont intéressées à ton talent. Est-ce que tu serais prêt à partir, à quitter l'école pour rentrer chez les professionnels? Il y a le combine, tout ça. C'était moins en vogue début 2000. Moi, quand j'ai quitté, c'est que j'ai juste simplement dit à mon coach que je quittais, mais j'allais directement à l'Impact de Montréal. Il y avait le repêchage, mais je ne crois pas que le monde avait autant de scouting et recrutement. Et Syracuse jouait dans le Big East dans ce temps-là. Et si tu n'étais pas dans le top 25, si tu n'étais pas dans les conférences qui sont les plus en vogue, comme le ACC, le Big Ten, les affaires de même, où ce que tu joues contre Indiana, des grandes écoles de soccer qui sont reconnues d'avoir des talents qui ressortent. Moi, j'ai joué contre Carlos Bocanegra, qui était à UCLA, Raimondo, Sacha Victorini, donc, mais n'étant pas dans un programme qui était très bien reconnu pour le soccer à ce moment-là, à moins que tu avais un contact, c'était moins vu que tu allais rentrer. Puis moi, à ce moment-là, c'était beaucoup plus, il fallait que tu finisses tes 4 années, et c'était les joueurs seniors qui se faisaient repêcher, moins comme maintenant, parce que maintenant, les jeunes quittent même après 1 an, 2 ans ou 3 ans d'école. Donc, c'était pas aussi populaire quitter l'école rapidement. Et puis, comme vous l'avez mentionné, la MLS commençait. C'était pas une vraie. On disait pas, oui, je veux devenir professionnel, je quitte le monde collégial pour aller directement chez les pros. C'était comme, fais tes 4 années, puis quand tu arrives, tu étais quand même jeune encore à arriver chez les pros à 21, 22. Maintenant, c'est en retard. Il faut arriver chez les professionnels à 16, 17, 18 ans quasiment. Quand tu arrives à 21, 22, les gars ont déjà une centaine de matchs professionnels joués. Et ça, des fois, on considère que c'est du retard sur d'autres qui sont dans les académies ou des centres de formation. Parfait. Et toi, tu as commencé donc ton parcours avec l'Impact, donc comme on l'a dit, en 2000 en A-League, l'ancêtre de la USL. Est-ce que tu peux nous parler un peu à quoi ça ressemblait le soccer de D2 en Amérique du Nord dans les années 2000 au niveau tactique, installation, salaire, déplacement? Comment ça se passait dans ce cas-là en A-League? Tu sentais que c'était suffisant? Écoute, l'Impact de Montréal, c'était dans ma cour. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, vu que j'étais dans le programme national, dès que j'avais besoin d'un endroit pour m'entraîner, puis m'entraîner avec plus haut niveau, j'allais m'entraîner avec l'Impact un peu. Donc, la A-League, je ne vais pas vous cacher, quand j'étais plus jeune, je pense que tous les jeunes en majorité à cet âge-là, c'était aller en Europe.
Parce qu'il Ouais, ben oui, n'y avait pas beaucoup de foot à la télé, mais quand on entendait parler, c'était un peu la Ligue des champions. Et la Premier League commençait à apparaître les samedis à la télé. Donc, tu voulais aller en Europe. Et beaucoup des jeunes aussi que je côtoyais à l'équipe nationale, il y en a qui étaient déjà en Europe à 15, 16, 17, 18 ans. Donc, mais comme je l'ai dit, on m'avait conseillé de rentrer dans une structure professionnelle et l'Impact était dans ma cour. Je m'entraînais déjà. J'avais quand même un bon nom en tant que jeune talent du Québec. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé en 2000, on était plusieurs jeunes joueurs qui étaient dans les équipes du Québec, le Centre national d'autres performances. Et il y avait déjà les Mauro Biello, Nick DeSantis, Johnny Miatis qui étaient des cadres forts de l'Impact. Donc, c'était une bonne place pour faire un début, se mettre dans le bain des professionnels et de voir comment on se mesure avec des adultes et des joueurs qui ont de l'expérience, du vécu, de la sagesse footballistique. Donc, quand j'ai commencé en 2000, voilà, je rentre. Et là, c'est vraiment, même si je connais beaucoup le monde qui sont avec moi dans mon groupe, parce que je les côtoyais quand même de temps en temps, il faut quand même que je fasse ma place. Et quand tu arrives dans la Ligue, ben, voilà, la Ligue, c'était pas selon les règles FIFA. Les règles FIFA, c'est les matchs doivent avoir au moins 48 à 72 heures de décalage avant d'enchaîner le prochain. La Ligue, c'était une ligue où voilà, on voyageait en autobus, des longs voyages, que ce soit à Toronto qui est 5 heures, 6 heures, à la Pittsburgh, d'aller à Hershey, Pennsylvanie ou Boston et compagnie, des fois aller en Charlotte, en Virginie et compagnie, à Atlanta. Donc, c'était beaucoup de voyages en autobus, des longs voyages. On n'était pas à l'ère de l'Internet, du téléphone mobile ou la haute technologie. Donc, on était encore à l'ère des Walkman, d'écouter des cassettes, de jouer aux cartes, de dialoguer, de socialiser dans l'autobus, apprendre à se connaître un peu. On a arrêté mi-chemin sur le bord de la route et pour arrêter, manger si on ne s'était pas fait un lunch. Mais on pouvait enchaîner des matchs. Moi, je me rappelle très ça me revient au souvenir que quand on jouait, on pouvait jouer le vendredi, le dimanche, le lundi. On pouvait jouer le vendredi, le samedi, enchaîner. Je me rappelle des fois jouer des matchs contre Toronto Lynx. On jouait le vendredi à Montréal, on allait jouer le samedi là-bas à Toronto pour enchaîner un autre match le mardi quelque part aux États-Unis. Le championnat était très condensé. C'était 28 matchs à partir du mois d'avril jusqu'à peu près septembre. Ça, si tu rentrais dans les playoffs. Ça continue un peu plus loin. Donc, beaucoup de déplacements. Au niveau du calibre, c'était prototype ce qui est en Amérique à ce moment-là. On va dire, je pense maintenant, ça c'est un peu plus raffiné, mais des joueurs athlétiques. Ça a quand même beaucoup de joueurs avec beaucoup de vécu, parce qu'à un moment-là, je joue avec Mauro Biello, qui est la star de l'équipe, qui est dans les meilleurs moments de sa carrière. Nick DeSantis dans la début de trentaine. Johnny Miatis, c'est des joueurs qui ont fait leur carrière là, qui avaient des très bons noms dans la Ligue. Et tu affrontes toutes sortes d'autres joueurs dans les autres championnats qui sont à peu près pareils, en deuxième division. Donc, des joueurs qui ont de l'expérience, qui sont matures. Moi, j'ai 20 ans, 21 ans à ce moment-là, donc tu essaies de faire ta place. Au niveau tactique, je dirais que tu pouvais reconnaître très facilement les 1-2 coachs qui avaient vraiment une assise tactique très, très en place. Après ça, c'était vraiment formation. Maintenant, on parle d'animation, de principe de jeu et tout. Avant, c'était vraiment on joue 4-4-2, on joue 4-2-3-1, on joue 4-5-1, on joue 3-5-2. Et après ça, c'était vraiment la qualité des joueurs. Ça a donné que moi, je suis chanceux. En 2002, j'ai eu Bob Lilly, qui était mon entraîneur, qui, lui, était beaucoup, beaucoup axé sur la tactique. Et on faisait de longues séances où nous mettre en place les demandes. Moi, j'ai senti qu'avant de faire le grand saut en Europe, avoir été avec lui, j'ai eu beaucoup d'apports tactiques pour mon QI football qui m'a permis d'arriver en Europe et d'être prêt. Avant ça, quand même, j'avais eu Valerio Gazzola, qui était quelqu'un qui avait une bonne compréhension de la Ligue, des équipes, parce que tout le monde se connaissait. Rochester était comme l'équipe à battre pour l'Impact. C'était le rival.
avec beaucoup de joueurs d'expérience. Parce que là, on parle de beaucoup d'équipes qui ont des joueurs de. C'est d'avoir des jeunes joueurs. Quand je dis jeunes, c'est des joueurs de 22, 23 ans. Il y avait rarement des joueurs de 18, 19, 20. Et donc, tu avais beaucoup de joueurs entre 25 et début trentaine qui avaient de l'expérience, qui avaient joué dans la Ligue depuis quelques temps. Fait que le jeu était assez physique, demandant. Même si tu étais technique, il fallait quand même que tu te déplaces athlétiquement parce que les joueurs, c'était un peu plus rugueux. On permettait un peu les échanges physiques, un peu comme en Angleterre, si on peut dire, là, où le côté contact, duel était un peu plus permissif. Et donc, moi, un jeune joueur, j'ai trouvé que c'était plus tard, j'ai réalisé que c'était une bonne place de formation, de développement, parce que je jouais contre des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui savent utiliser leur corps, quand j'ai toujours joué contre des joueurs de mon âge. Et donc, quand tu arrives là, tu apprends rapidement les rudiments pour performer, pour survivre, si on peut dire, à un certain degré. Et au niveau tactique, je dirais que non, les équipes jouaient leur système, leur formation. Puis après ça, c'était tu connaissais les équipes parce que tout le monde, comme d'habitude, 3-4 individualités très fortes en avant ou en milieu de terrain ou en défense ou gardien de but. Et puis, tu fais attention à ces choses-là, peut-être les coups de pied arrêtés, mais il n'y avait pas la vidéo où on coupait les vidéos pour revoir toutes les séquences de l'adversaire pour être fin prêt. On jouait de sa façon. On savait comment un peu l'adversaire jouait et on espérait que nos qualités étaient plus fortes que celles de l'adversaire. D'accord. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu es parti en Norvège, à Moss FK en 2003. Et à l'époque, j'ai l'impression que la Scandinavie était un peu une destination, même pas à l'époque, juste en général, c'est une destination qui était assez commune pour des joueurs canadiens ou des États-Unis. Comment ça s'est fait ton saut de la A-League à la Scandinavie et plus précisément à la Norvège? Au moment où je pars en Scandinavie, voilà, ça arrive par l'entremise d'un intermédiaire qui avait été un de mes assistants quand j'avais été dans l'équipe nationale moins de 20 ans, qui m'avait demandé si j'étais intéressé à l'Europe quand j'avais 18, et puis que j'avais mentionné que oui. Et par le temps que j'ai fait ma 3e saison avec l'Impact, on reprend contact à travers, c'est un peu comique, mais à travers un ami à mon père qui connaît cette personne-là, mais on s'était plus parlé de cet intermédiaire-là qui s'appelait Barry McLean, qui est maintenant un agent, maintenant dans la MLS. Et en reprenant contact, il me mentionne qu'il aurait une opportunité, un essai en Norvège pour moi, dans un club qui vient juste de tomber en 2e division, qui s'appelle le Moss FK, qui est à environ 45 minutes à l'extérieur de Oslo. Et donc, puis à ce moment-là, il y a Rob Friend, qui est un international canadien, vient juste de signer là. Mais ce n'était pas encore en vogue qu'il y avait beaucoup de joueurs scandinaves. C'était arrivé à peu près à ce moment. Il y avait un ou deux joueurs qui étaient arrivés. Il y avait Marco Reda qui jouait à Sundal en première division. Comme de fait, moi, quelques mois plus tard, j'ai mon bon ami Olivier Océan qui, lui, avait été repéré puis qui arrive en Norvège. Donc, c'est comme s'il y a eu je n'ai pas dit un déclic, la vague a commencé s'est lancée à peu près 2002-2003. Je suis arrivé en 2e division par l'entrevue de l'intermédiaire. Je fais un essai qui est concluant. On m'a fait un contrat de 2 ans. De ce que je comprends, Moss FK vient juste de descendre. Ils veulent essayer de remonter. Ils ont transféré un de leurs milieux de terrain qui a libéré une place et qui fait que j'ai pu arriver et prendre une place. Et moi, en même temps, c'est à ce moment-là, c'est quand on m'offre la Scandinavie. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire c'est la Scandinavie, qu'est-ce qu'elle a attrayant là-bas? Moi, je me dis c'est l'Europe. C'est l'Europe. Et grâce à France Football, que je suivais un peu le soccer, le foot européen à travers France Football, je réalisais que le monde des transferts, les joueurs, j'apprenais à comprendre qu'un joueur pour arriver de l'Ukraine, pour aller jouer en Italie, donc ça ne veut pas dire que juste parce que tu n'es pas dans le pays même, que tu ne peux pas rentrer dans le championnat. Donc, j'ai compris qu'il fallait que si on peut dire, prendre un risque d'aller dans un pays inconnu, oui, la Norvège, on sait, pour l'équipe nationale, ils avaient été à la Coupe du Monde, on les connaissait, mais ce n'était pas un pays reconnu par rapport à la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, puis l'Angleterre.
Mais il faut commencer quelque part. Donc, je vais là en deuxième division et je découvre un pays nordique. Et comme je l'ai mentionné, comme vous l'avez mentionné, beaucoup de Canadiens commencent à arriver aussi à travers le temps. Et je fais mon nom, je fais ma place. Et après, à ma deuxième saison, j'arrive à être repéré par une équipe en première division en Norvège. Et je me fais transférer à l'équipe qui est en première place, le Tromsø Idrettslag. Et donc, je rentre en Scandinavie, sachant pas parler norvégien. Oui, je sais qu'il y a la neige, mais je connais pas c'est quoi. On parle des fjords et tout, mais je connais pas. Comme je dis, on n'est pas à l'Internet où l'Internet commençait. C'est pas comme si tu faisais beaucoup tu pouvais aller sur Google. À ce moment-là, ça n'existait même pas vraiment Google. Pour aller piocher, tu prenais C'était plus Yahoo dans ce temps-là, n'est-ce pas, Patrice? Ouais, c'est Yahoo, AOL. Exactement. Et tu allais piocher plus dans les livres. Mon père avait des encyclopédies, puis je cherchais pour Norvège, puis Tromsø, puis voir ce que c'était dans la carte géographique du monde. Et puis là, je me suis lancé en allant là, puis en me disant que, voilà, il faut que je fasse ma place. Et si je veux un jour jouer en Europe dans les grands championnats, voilà, la porte est ouverte. Et à moi de faire mon chemin. Exactement. Et puis tu es resté à peu près 3 ans et demi, presque 4 ans en Norvège avec Tromsø, 3 ans et demi avec Tromsø. Tu as été titulaire pendant les 3 premières années, puis après, t'as un peu moins joué. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de la Norvège et qui sera ta première expérience dans un pays étranger? Est-ce que c'est un pays que de temps en temps t'aimes revisiter? Est-ce que c'est un pays qui t'a plu à un moment donné, ou est-ce que tu étais juste trop jeune pour apprécier le pays et ce qu'il a à t'offrir? Mon temps en Scandinavie, commençant par la Norvège, non, j'ai adoré. J'étais à 45 minutes d'Oslo. Je faisais la découverte d'un pays, d'une nouvelle langue. Non seulement je devais m'exprimer au football, puis m'adapter à leur style, parce que c'était un peu athlétique comme dans l'Amérique du Nord, mais beaucoup plus raffiné au niveau de tactique. Là, c'est là que tu comprends qu'on joue aux échecs. Chaque position a son rôle. Il ne faut pas juste se dézoner pour rien. Il faut comprendre le bloc défensif, travailler ensemble. Comme j'ai dit, une chance que j'avais eu Bob Lilly en 2002 parce qu'on a fait beaucoup de travail là-dessus. C'est là que tu comprends. Je me démarque, mais en même temps, je dois m'ajuster parce que mes partenaires, la langue, même s'ils parlent quand même un peu bien l'anglais, tout le monde parle en norvégien, donc c'est à toi de t'adapter. Et puis là, je m'adapte aussi à mon environnement. Moss, c'est une ville de manufacture. Donc, c'est une petite ville de 20 quelques milliers d'habitants et que Moss, tout le monde vit pour le club. Le club avait eu des très grands moments dans les années 80, 90, même qui a été champion dans les années. Donc, tu comprends que c'est pas dans la sphère du football norvégien, le club a sa place. Après ça, aller à Oslo, découvrir le parc Vigeland, découvrir Oslo. Et puis, voilà, apprécier. Même si j'ai grandi dans un pays d'hiver, je jouais au hockey, mais c'est à l'intérieur. Les Norvégiens, ils aiment ça être dehors. Donc, tu apprends puis ce sont des très bons skieurs, ils sont très forts, ils excellent dans le ski de fond. Ouais. Et donc, tu apprends les rudiments de l'hiver à travers eux autres. Puis, même si je suis au Canada, puis qu'à l'hiver, je répète, on ne s'entraîne pas dehors ici au mois d'octobre, novembre, puis après ça, décembre, il y a la neige. Tandis que là-bas, ils sont dehors tout le temps. Il y a des salles intérieures, des complexes intérieurs de foot, mais tu t'entraînes à -5, -10. Le climat est un peu plus doux que Montréal. Mais c'est pour les premières fois que moi, je m'entraîne sur de la terre battue, la gravelle, comme on peut dire un peu, où ce que tu es dehors, tu dois te vêtir. On n'est pas à l'ère de Under Armour avec tous les vêtements maintenant qui te protègent, qui gardent l'humidité, qui te permettent de rester au chaud. Faut mettre des survêtements en dessous, mettre tout l'équipement de soccer par-dessus, aller dehors, mettre une tuque, puis s'entraîner à -5, -10. Tu gèles, tu dois t'habituer des ballons orange. Et donc, tout ça, pour moi, c'était une découverte. Parce que, comme j'ai dit, au Canada, nous, on joue dehors à partir d'avril.
Avril, mai, juin, juillet, jusqu'à octobre. Les championnats collégiaux finissent peut-être en novembre. Après ça, dès qu'ils arrivent à 0 degré, on rentre en dedans. Et c'est juste maintenant qu'on a des complexes sportifs, tandis que les autres sont dehors tout le temps. Tu joues les matchs dehors, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la neige. Il faut jouer. Donc, je découvre vraiment le soccer sous sa vraie forme dehors et hivernale. Donc, ça, j'ai apprécié de mon temps en Norvège. Après ça, j'ai été transféré, comme vous l'avez dit, à Tromsø. Et Tromsø, c'est dans le nord. C'est 350 km à l'intérieur du cercle polaire. Donc, les aurores boréales, là, juste pour vous dire, ironie, quand je suis parti, les gens du sud me déconseillaient d'aller jouer dans le nord. Parce qu'il fait trop froid, hein? Non, c'est pas à cause du froid, c'est à cause de la quantité de neige. Oh, wow. Parce qu'à Tromsø, dans le nord, une année hivernale de neige, c'est une accumulation de 2 mètres et plus. OK, wow. Donc, les gens, tu sais, la neige, nous, ce qu'on voit des fois, une grosse tempête ici à Montréal, au Québec, on en voit une. Les autres, ça peut être 3 dans la même journée. Donc, wow. Donc, juste pour dire, les gens du Sud me déconseillent d'aller au Nord. Mais j'y vais. Le club est en première place à ce moment-là. Comme tu l'as dit, je joue régulièrement, je fais ma place, même au point de me faire repérer après juste 6 mois d'avoir été dans le championnat, parce que j'ai été transféré en l'été 2004, Moss à Tromsø. Ouais. T'es directement repéré en première division, donc de deuxième à la première division. Hein. Ouais, donc j'ai passé une saison et demie en deuxième division. J'ai été transféré à ma deuxième saison. Je passe à l'équipe qui est en première place dans le championnat en 2004. J'arrive là, donc eux autres, ils performent bien, même qu'il y a un joueur qui s'appelle Morten Gums-Pedersen qui est aux abords de quitter, qui part pour Blackburn, qui était à ce moment-là le meilleur joueur, considéré le meilleur joueur en Norvège ou le meilleur joueur norvégien en activité, même s'il avait que 22 ans, je crois, à ce moment-là, 22-23 ans. Et fait que je fais mes 3 ans, je joue régulièrement. J'ai de la minute qu'on m'a mis titulaire, puis après le 2e ou 3e match. J'ai gagné ma place. J'ai gagné ma place dans le championnat aussi en tant que joueur d'élite dans le championnat. Après 6 mois, on m'avait mis dans le top 10 des joueurs dans le championnat. Avec Olivier Océan aussi. Olivier a été passé à Lillestrøm, donc là, comme tu disais, il y avait beaucoup de Canadiens. Je dirais entre la première et la deuxième division, il y avait environ 10 à 12 Canadiens qui évoluaient entre la première et la deuxième division. Ali Gerba était là, Kenny Stamotopoulos de l'International, Lars Hirschfeld, Olivier Océan. Puis j'en nomme après ça, Sandro Grande est arrivé une année ou 2 après et compagnie. Et donc, je joue mes 3 ans. Je suis titulaire. En 2005, je passe très proche, même au fait, c'est à cause, je ne vais pas le cacher, c'est mon club Tromsø qui refuse l'offre. J'aurais pu partir au Beşiktaş d'Istanbul et pour une très grosse offre. À ce moment-là, je pensais 1,3 million d'euros. Et il s'est refusé. Et par 2007, je finis mon contrat. À ce moment-là, dans mes 6 derniers mois, j'avais été opéré. J'avais expliqué au club que moi, je voulais partir, que je voulais sortir du championnat norvégien pour continuer à développer, pour aller à mon objectif, c'est d'arriver dans le gros championnat. Et puis comme de fait, vu que j'arrivais Bosman, on m'a commencé à me mettre sur le banc parce que voilà, il y avait des joueurs qui allaient rester. Et tranquillement, j'ai eu l'opportunité à travers les blessures, à travers que j'avais comme mentionné que peut-être que je restais, m'a donné une opportunité, on m'a remis sur le terrain. Et puis, tranquillement, je suis parti 2007. À la fin de mon contrat, j'étais Bosman, j'étais libre. Mais voilà, j'aurais pu partir au Beşiktaş d'Istanbul, j'aurais pu rester en Norvège. Donc, c'était une belle période où j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup d'équipes qui ont eu un intérêt sur mon profil, mon statut de joueur que j'avais établi en Norvège. Et j'ai laissé un bon moment, mais je ne suis jamais retourné en Norvège depuis. Donc, OK, wow. OK. Une fois que je suis parti, chaque fois que je suis parti, je ne suis pas revenu. Donc, parce que tu avances, tu vas à une autre place, tu joues. C'est ça, la carrière continue, hein, la carrière ne s'arrête pas. Donc, exactement. Donc, je prends toujours contact avec des amis de là-bas. Mais ouais, un jour, j'aimerais retourner parce que ma fille la plus vieille, elle est née au Danemark. Donc, retourner en Europe, revoir certains collègues, revoir des places, puis en même temps leur montrer que
leurs parents ont vécu en Europe à certains endroits dans le monde. Donc, j'aimerais bien retourner. Mais comme je l'ai dit, ma carrière s'est avancée. Je suis revenu à la maison, ça va vite. La plus grande pause que j'ai, c'est maintenant à cause du confinement. Et donc, mais non, j'ai eu des bons moments en Norvège, apprécié au niveau de la qualité humaine, l'adaptation à la culture et apprendre la langue, une autre langue que je connaissais vraiment pas bien, puis qui est germanique du Nord, donc qui est intéressant de comprendre tout le contexte viking et compagnie. Donc, c'était intéressant la Norvège. J'ai très grandement apprécié. Souvent on dit on apprécie plus quand on joue, parce que quand tu performes, tu joues sur le terrain, ben, tout va bien. Souvent, quand tu joues moins, ben voilà, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même, à s'isoler un peu plus. Mais moi, j'ai apprécié mon temps en Norvège, autant sur le terrain que hors. J'ai fait des bons amis, puis j'ai été ouvert d'esprit. Ça m'a permis d'apprécier un très beau pays. Puis j'ai vécu dans le sud et j'ai vécu dans le nord. Donc, j'ai appris à comprendre les différents dialectes, les différentes réalités de la Norvège. Et la beauté du soccer, c'est que ça m'a permis de voyager, de connaître un pays nordique que fort probablement je n'aurais jamais été si ce n'était pas du foot. Ouais, non, mais c'est vrai que tu as pas mal voyagé et puis la chance de faire pas mal de temps en Norvège donc pour découvrir vraiment toute la culture. Et après, tu es parti en Bundesliga 2 à Kaiserslautern. À l'époque, il y avait un international canadien là-bas, Josh Simpson. Est-ce qu'il t'a aidé à faire le saut et est-ce que la D2 allemande, c'était vraiment un niveau différent de la Norvège? Et voilà, quels souvenirs tu gardes en général de cette expérience, même si tu es resté qu'une seule année? Ouais, non, ça donne que je ne sais pas si je ne me rappelle pas si Josh Simpson est arrivé l'année d'avant ou on est arrivé à peu près en même temps. Non, je crois qu'il est arrivé la saison d'avant, en mi-saison, je crois, il est arrivé d'Angleterre. Non, on n'avait pas eu vraiment trop de contact. Moi, ça a donné que j'étais libre et l'entraîneur du moment, qui était le nouveau entraîneur au FC Kaiserslautern, c'était Kjetil Rekdal, qui était un entraîneur qui entraînait en Norvège. Et moi, à ce moment-là, Kaiserslautern, j'avais pas vraiment, j'avais des touches à différents endroits, Russie, Suisse, même la France, le Danemark. Il y avait Michael Laudrup qui était à Brøndby qui m'appréciait beaucoup parce qu'on s'était affronté. Et donc, l'Allemagne n'était pas dans le cursus. Et là, tranquillement, à travers un agent, Kaiserslautern est arrivé. Quand j'ai su que l'entraîneur était là, bon, j'avais joué contre son équipe, donc je savais qu'il me connaissait. Il m'appréciait déjà comme joueur. Donc, clairement, sûrement à cause de lui, quand mon nom a été stipulé, ben, c'était peut-être plus facile vu qu'il me connaissait comme joueur. Mais je n'avais pas vraiment parlé avec Josh Simpson. J'ai su, une fois que j'ai signé, que Josh Simpson était là, puis que là, j'allais reconnecter avec un collègue que je connaissais de l'équipe nationale. Et donc, quand on est arrivé là, j'arrivais en Allemagne, la découverte d'un nouveau championnat. Puis Kaiserslautern, c'est un grand club en Allemagne. Même si c'était en deuxième division, c'est un grand club. Et quand je suis arrivé, ben moi, je suis arrivé en Kaiserslautern, je me suis dit, ben Youri Djorkaeff a joué ici. Taribo West. Oui, dans les fins des années 90, ils ont joué en Champions League. Ils étaient considérés comme un des très bons. Je pense qu'il y avait un international suisse. J'ai oublié son nom. Qui a joué là, Suisse ou... oui, je pense que c'est Suisse, qui a joué là. Donc, il y avait quand même Mario Basler, Tony Kroos, non, pas Tony Kroos, pardon, Miroslav Klose. Beaucoup de joueurs ont passé par Kaiserslautern avant d'arriver à un plus gros club. Et même si Kaiserslautern, c'est là que j'ai compris que Kaiserslautern, c'est un gros club. Et n'oublions pas que j'arrive en 2007. Il y a eu la Coupe du Monde 2006. Donc, il y a eu toute la rénovation des stades. J'arrivais à l'ère où on dirait que l'Allemagne avait été rénové, un nouveau décor, les stades de 40, 50, 60 000 places. Et non, j'ai adoré, c'était en Bundesliga 2, le championnat. Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, là, à ce moment-là, la Norvège, c'était un bon départ de compétition contre des Norvégiens, des Suédois, il y a quelques étrangers qui sont dans le championnat. Mais quand tu arrives en Allemagne, ben là, tu sais, l'Allemagne, déjà là, c'est un pays champion du monde. Et le foot, ça coule dans les veines de l'Allemagne. Et là aussi, ben, tu réalises que là, ben, les étrangers, ils viennent de la Croatie, Slovénie,
Dans mon club, il y avait des Français. Il y avait un certain Mathieu Béda, qui est un talent qui arrivait de Bordeaux, qui est arrivé à Kaiserslautern une année avant, lorsqu'ils sont tombés de la Bundesliga. Et donc, beaucoup de talent. J'arrive aussi où le Hoffenheim du moment arrivait des divisions inférieures et montait, arrivait en deuxième division. Il y avait Mainz, Jürgen Klopp, il était l'entraîneur de Mainz. Donc, je l'ai croisé pendant que j'étais là. On m'en parlait beaucoup, que c'était l'entraîneur de l'avenir, comme on disait là-bas. Il était jeune. Et non, le championnat, des joueurs peut-être encore plus affûtés techniquement. Même en deuxième division par rapport à une première même en division. Deuxième, parce que n'oubliez pas que moi, je joue à ce moment-là en Bundesliga. Vous avez Mainz qui vient juste d'arriver de la Top League. Ouais. Vous avez Gladbach, vous avez Cologne. Vous avez 7-8 clubs qui sont de structure Bundesliga, qui ont les toughs. Et là, on joue devant des stades de 30, 40, 50 000 places. Je joue 1860 Munich, Allianz Arena, qui vient juste ça fait 1 an qu'il existe, le stade. Donc, moi, en tant que joueur, je me dis, attends, il n'y a pas longtemps, je regardais la Coupe du Monde, puis j'ai vu certains de ces stades-là, de la télé, et là, je joue contre certains de ces clubs dans ces grands stades-là. Et puis, oui, tu as des stades qui sont 15, 20 000, peut-être plus arriérés avec les pistes alentours, mais tu avais beaucoup de stades. Gladbach, Cologne, c'est 40, 50, 60 000 personnes et ils sont pleins. Et là, en deuxième division, les stades sont pleins. Là, c'est là que je réalise le foot en Allemagne, c'est un autre degré. C'est une religion, hein? C'est une religion dans ce cas-là. La Norvège, c'était bien, c'était des stades de 10, 15, 20 000, en une moyenne entre 10 et 20 000. Mais là, on jouait nous-mêmes à Kaiserslautern, on jouait les grands matchs, c'était 45 000 et plus, et la moyenne se situait entre 28 à 32 000 personnes par match. Donc là, impressionnant. Donc les joueurs un peu plus raffinés, puis tu tombes beaucoup avec des gars qui sont Marco Marin est à Gladbach, Borussia Gladbach qui était un jeune joueur prometteur, donc beaucoup de noms qui circulent, qui tranquillement sont devenus des bons noms plus tard. Et donc, à ce moment-là, tu vois beaucoup de joueurs qui gravitent de la première division à la deuxième division, donc beaucoup plus raffinés, je dirais. Donc, et puis, en même temps, il y a de l'argent. Et quand il y a de l'argent, il y a du talent. C'est souvent, c'est sûr. On ne se cache pas de ça. Et donc, donc la deuxième division, j'ai trouvé que les joueurs étaient plus raffinés. Tactiquement, je dirais qu'en première division, moi, je trouvais que c'était plus raffiné. Mais il y avait, Ralf Rangnick était à Hoffenheim. Il y avait des gars qui avaient des nouvelles idées. Et c'était la période aussi où l'Allemagne changeait sa vocation de ses joueurs. Donc, beaucoup de jeunes joueurs qui jouent. Quand j'arrive en Bundesliga 2, moi, j'ai 27, 28. Et la majorité des joueurs de mon équipe ont 22 ans et moins. Et donc, je comprends qu'il y a un tournant dans le football allemand. Que là, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent. Même s'il y a beaucoup de jeunes talents, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent et pas beaucoup de jeunes. On était 3-4 joueurs de 28, 29, 30 et très peu de joueurs au-dessus de 30 ans dans la majorité des équipes. Donc, on comprend que ce qu'on a vu quelques années plus tard, la vogue de jeunes joueurs de talent qui continue maintenant, c'était déjà mis en place pour amener du succès dans le futur. Tu as parlé un peu de l'international suisse qui était à Kaiserslautern. Juste pour dire à nos auditeurs, c'était Cyriakos Forza, un excellent milieu de terrain. Excellent milieu de terrain dans ce temps-là. Puis après, il est parti juste avant que tu arrives, si je me trompe pas. Non, je n'ai pas croisé ces joueurs-là, mais c'est pour dire que le club de Kaiserslautern, beaucoup de talent ont passé par là. Effectivement, c'est pas un petit club d'Allemagne du tout, mais alors pas du tout. Tu passes après, tu reviens en Scandinavie après, puisque tu vas au Danemark et tu passes 2 ans et demi à Nordsjælland en division 1, où tu es même nommé joueur de l'année en 2010. Puis après, tu passes quelques mois à Lyngby. Est-ce que pour toi, le Danemark, c'est l'apogée de ta carrière à l'étranger, là où tu as eu le plus de reconnaissance, de par, bien évidemment, le titre de meilleur joueur de l'année, juste d'une manière individuelle, bien évidemment, je ne parle pas du collectif. Non, individuellement, en Norvège,
j'avais fini dans l'équipe de l'année en 2006. En 2005, comme je dis, Beşiktaş, il me frappait à la porte, même quand je suis parti en 2007. Donc, je dirais que la période où j'ai été le plus populaire, si on peut dire entre parenthèses, où que vraiment là, mon talent semblait attirer un peu à droite, je dirais que c'est quand j'étais en Norvège, même si le championnat norvégien n'est pas aussi populaire. Mais quand j'arrive à Nordsjælland, la différence, c'est que Nordsjælland était déjà un des clubs qui me poursuivait avant que j'arrive à Kaiserslautern. C'est juste que là, mon historique en deuxième saison à Kaiserslautern avec l'entraîneur, voilà, je ne joue plus. L'entraîneur reste, on me fait comprendre que si je reste, voilà, je n'allais pas jouer. Et moi, je voulais jouer avant tout. Et donc, j'ai repris contact avec Nordsjælland, qui était intéressant. Puis Nordsjælland, quand je suis arrivé avec eux autres, on m'avait déjà parlé que c'était un club axé sur les jeunes, qui cherchait 2-3 joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes. Et à ce moment, comme je dis, j'ai 28, 29, je pense, 29 ans, pour encadrer les jeunes. C'est un club qui veut jouer au foot. Les coachs sont de très grands supporters, fans même du Barça et de la façon de jouer du Barça. Comme toi, il faut le préciser. Oui, exactement. Et donc, je dirais que pour moi, la période de Nordsjælland, c'est où je retrouve l'équipe qui a joué le plus mon football. C'était une équipe qui voulait jouer au sol, tout était au sol, tout était axé. Je dis souvent qu'on pouvait jouer les yeux fermés ensemble parce que tellement qu'on avait des bons repères, on savait jouer collectivement ensemble. Mais c'était un club que ça faisait que quelques années qu'ils étaient en première division. 10 ans avant, ils étaient en 8e division. Ils ont monté tranquillement. Donc, c'est un jeune club qui permettait à de jeunes joueurs de jouer et d'être vendus. Et même maintenant, c'est un des clubs qui fait le plus de profit au niveau de vente de joueurs au Danemark. Si tu es un jeune joueur au Danemark, tu vas aller jouer à Nordsjælland parce que tu sais que tu vas jouer. Et je crois que même maintenant, ils sont un des top 3 clubs au monde avec l'équipe avec le plus bas âge en moyenne. Et ils ont une moyenne de 21 ans d'âge de moyenne de l'effectif. Donc, je suis arrivé dans un club qui était ambitieux au niveau de faire jouer les jeunes, mais qui voulait les encadrer avec des joueurs qui avaient le style et qui, en anglais, mais fitaient le profil de comment ils voulaient jouer. Et je suis arrivé là. Et c'est juste que là, ça a bien donné parce que oui, j'arrive au bon âge. J'ai 28, 29 ans. Je me connais bien. Ça a pris quand même 1 an avant que je m'installe puis que je performe bien parce que la période de Kaiserslautern a quand même laissé ses séquelles. Mais une fois que je me suis imposé, comme un des bons joueurs dans le championnat, puis dans une équipe qui jouait le football comme moi je l'aime, de façon de Barcelone. Et puis, disons que la mayonnaise a bien pris. J'étais au bon âge, avec le club qui veut jouer au foot au sol, court, et qui permettait peut-être encore plus à faire ressortir mes qualités de joueur. Et puis j'ai vécu des bons moments. On a gagné 2 fois la Coupe danoise en 2010 et en 2011. Oui, comme tu l'as mentionné, j'ai fini joueur de l'année en 2010 au club. J'ai été dans les sélections pour joueur de l'année au championnat en 2010 aussi, avec mon bon ami Atiba Hutchinson qui était au FC Copenhague. Et disons qu'au Danemark, c'est où ce que j'ai le plus apprécié jouer au football. D'accord. Pendant 3 ans, j'ai joué dans une équipe qui, même si c'était des jeunes, c'était les meilleurs jeunes au Danemark, ou certains des meilleurs jeunes. Et c'était, on nous donnait beaucoup de responsabilités de leader. Et 2, c'était de jouer avec des joueurs que tu voyais que tu pouvais faire grandir avec l'expérience que tu avais pris. Et puis que tu pouvais voir après 6 mois, 1 an, certains gars sont partis à Villarreal, d'autres sont partis au Club Bruges. Tu voyais que la façon qu'on joue et la méthode de travail du FC Nordsjælland, de repérage des talents et de sa philosophie de jeu, permet à ces jeunes-là d'éclore et permettait moi aussi, en tant que joueur, de m'amuser. Mais j'ai juste réalisé que j'ai apprécié m'amuser là quand je suis parti. Donc, parce que quand tu es dedans, tu joues, tu veux gagner, tu es dans la concurrence, mais c'est quand tu quittes que tu réalises que les choses ne sont pas pareilles, les repères ne sont pas pareils, la méthode d'entraînement, le synchronisme, la cohésion avec le groupe, ça prend plus de temps que quand tu étais à Nordsjælland, parce qu'on dirait que le jeu était très fluide. Et même si on nous considérait très ambitieux, disons qu'on dominait la majorité de nos sujets, à part peut-être pour FC Copenhague, et on donnait de la misère à beaucoup d'équipes, même si on avait beaucoup de jeunes dans l'effectif.
D'accord. Patrice, j'ai juste une question maintenant qui va un peu sortir de l'entretien. Ça fait déjà 55 minutes en fait qu'on est en train de faire l'enregistrement. Donc je sais pas combien de temps tu as devant toi. Si tu veux, j'ai du temps là, mon fils il dort. Okay, d'accord. Excellent. Non, parce que ce qu'on va faire à ce moment-là, si ça te dérange pas, on va faire ça la première partie, donc avant l'impact, puis on va faire avant l'impact en MLS, bien évidemment, puis on va faire une deuxième partie dont on le fera en 2 podcasts différents, et la deuxième partie, ce sera Patrice Bernier à l'Impact de Montréal, parfait, puis on fait la partie de l'impact, comme ça sortira sur 2 semaines différentes, parce que je sais que, en tout cas, nos auditeurs vont être très, très, très contents de l'entrevue. On adore ça jusqu'à maintenant. Moi, je suis pris par tes paroles, puis c'est parfait. Parfait. D'accord. Adi, je propose que je fasse une petite conclusion et puis après on reprend direct avec une question. Oui. Ça va ? Cool. Merci d'avoir écouté, mes chers auditeurs, cette première partie consacrée à la période, on va dire, pré-impact, même s'il y avait un petit peu de deuxième division de notre cher invité Patrice Bernier. On revient tout de suite, ou peut-être la semaine prochaine plutôt, dans la deuxième partie. On parlera de sa carrière consacrée à la MLS et un petit peu de sélection nationale aussi.